Donc, quelle est la nature de la vérité, de la réalité, de nos connaissances et de nos croyances? Donc, depuis de nombreux siècles, il y a des polémiques très intenses sur le sujet. Donc, si on veut vraiment caricaturer, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux grands courants qui s'affrontent, bon, avec toutes les nuances entre ces deux courants. Il y a un premier courant, qu'on pourrait appeler réaliste, qui considère qu'il est possible de produire des connaissances vraies et universelles. C'est-à-dire des connaissances qui sont vraies au sens où elles décrivent bien la réalité et qui sont universelles parce que cette réalité serait partagée par tout le monde et que donc tout le monde pourrait accepter ces connaissances-là comme vraies. Et il y a un autre courant qui n'accepte pas du tout ce postulat, pour différentes raisons, et donc qui considère qu'on ne peut pas arriver à une connaissance vraie et universelle. Alors dans ce courant, on a toute une série de positions. On peut avoir la position extrême qui est de dire qu'il n'y a pas de réalité commune, que quelque part la réalité c'est une projection de ce que nous pensons. Les idéalistes avaient ce principe-là. Mais il peut également y avoir la position plus moderne, on parlera de constructivisme ou de relativisme, qui serait de dire que nous sommes affectés par tellement de biais dans notre recherche de la vérité, ont des biais liés au sexe, à la conditions socio-économiques, à des biais de désirabilité ou des biais cognitifs. On a tellement de biais qu'on ne peut pas produire une vérité. On ne peut produire que des sortes de vérités locales qui ne seraient valables que dans des communautés ou dans des cas relativement particuliers. Et donc, moi je suis biologiste, et donc je ne vais pas essayer ici de faire un travail de philosophe et d'essayer d'argumenter entre ces deux positions extrêmes. Ce que j'aimerais essayer de souligner, c'est l'importance de ce débat. Essayer d'expliquer que ce n'est pas un débat qui est purement théorique, qui intéresserait uniquement les spécialistes dans les académies. J'aimerais bien essayer de souligner que c'est un débat qui a vraiment extrêmement d'importance pour la vie de tous les jours et aussi pour la gouvernance. Donc on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui des sociétés dites modernes, modernes au sens, pas où elles sont récentes, mais au sens où elles ne sont pas en principe dirigées par la tradition, par les coutumes ou par la religion. Et donc dans ces sociétés modernes, en principe, la science joue un rôle assez particulier, parce que la science non seulement produit des innovations technologiques, mais elle est censée aussi éclairer la gouvernance, éclairer les prises de décision et les légitimer. Donc elle a un rôle, en principe, central dans la gouvernance. Et donc, une des spécificités, je pense, de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est qu'on s'est progressivement retrouvé confronté à ce qu'on peut appeler des menaces globales, qui ont souvent été la conséquence du déploiement à très grande échelle de technologies, et un déploiement souvent non contrôlé de ces fameuses technologies. Alors je vais en citer deux ou trois juste pour expliciter un peu le concept. Par exemple, le développement des armes nucléaires à la fin de la Deuxième Guerre mondiale a amené à créer la possibilité d'affrontements majeurs utilisant ces armes. Et donc ça a amené à la question assez légitime de savoir si on peut gagner une guerre nucléaire. Est-ce qu'on peut réellement sortir victorieux d'un conflit nucléaire majeur? Mais la réponse de la science, en gros, c'est non. Toute une série de modèles ont montré que si on a un conflit nucléaire d'envergure, si on bombarde des villes, on va projeter dans la haute atmosphère des cendres notamment, qui pourraient créer un phénomène dit d'hiver nucléaire. Et ce phénomène d'hiver nucléaire pourrait amener à une chute majeure, par exemple, des rendements agricoles et donc à des famines sur l'entièreté de la planète. Ça, c'est un exemple de cas où la science a éclairé en partie la prise de décision politique. Et c'est peut-être à ce type d'analyse qu'on doit le fait qu'on n'a pas connu une troisième guerre mondiale depuis les deux premières. Et alors, pour prendre des problématiques plus récentes, il y a évidemment le problème du changement climatique,
sur laquelle on alerte depuis les années 80. Il y a le problème de la pollution atmosphérique, de la pollution plastique. Il y a également celui de la chute de la diversité. Donc ce sont toutes des problématiques où la science alerte sur base d'une collecte de données très importante et où elle alerte aussi à l'aide de modèles qui sont prédictifs. Et pour toutes ces menaces, les prédictions sont quand même assez effroyables. Ce sont à chaque fois des menaces qui sont susceptibles de se combiner et d'avoir un impact majeur sur le bien-être des populations et même parfois sur la survie même de l'espèce humaine. Donc on est dans une situation à présent où en fait ce fameux débat sur la valeur de la connaissance, sur la démarcation entre les connaissances et les simples opinions et les simples croyances, en fait est devenu critique et n'est plus un simple débat, je dirais, d'académique. C'est devenu quelque chose qui peut à terme influer sur la survie de l'espèce humaine.